Je savais que ma sœur me détestait, mais j'ignorais jusqu'où elle irait avant qu'elle ne fasse glisser un cadeau d'anniversaire à travers la table en riant, un test ADN. Peut-être que ça expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme, a-t-elle lancé assez fort pour que toutes les fourchettes se figent en l'air. J'ai ravalé ma honte, posté le kit et attendu. Des mois plus tard, le notaire de la famille a demandé une réunion urgente concernant Camille Lefebvre. Ma mère a blêmi, Chloé a cessé de sourire, et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, il savait déjà ce que j'allais découvrir. La plupart des gens imaginent la famille comme un refuge, mais la mienne a toujours ressemblé à une maison au sol froid, magnifique de l'extérieur, mais glaciale dès qu'on y entrait. En grandissant dans la demeure des Lefebvre à Bordeaux, j'ai vite appris à me faire toute petite, j'étais l'enfant calme, celle qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, celle qui disparaissait dans les coins pour que ma mère ne soupire pas et que ma sœur ne ricane pas. Même alors, le monde semblait tourner autour de Chloé, qui avait le don de capter l'attention sans la mériter, avec ses rires forts, ses histoires dramatiques et son talent pour transformer chaque pièce en sa propre scène de théâtre. Ma mère, Isabelle, applaudissait chacun de ses gestes. Quand Chloé avait un décembre 2020, elle était équilibrée, mais quand je ramenais un bulletin parfait de 18/20, maman clignait des yeux comme si elle avait oublié qui j'étais avant de dire « C'est bien, Camille, tu peux mettre la table ?» À 35 ans, j'avais construit une vie loin de cette maison à Nantes, une ville qui me convenait avec ses matins calmes et cette stabilité que je n'avais jamais eue enfant. Je travaillais comme analyste financière, m'habillais de ton neutre et doux, essayant d'oublier cette douleur constante d'être la fille oubliée. Mais quand mon père, Marc Lefebvre, est décédé, la gravité de notre famille m'a rappelé à elle. Il avait été la seule chose stable dans cette maison, un homme de peu de mots mais d'une chaleur surprenante, avec une main sur mon épaule ou un hochement de tête fier à ma remise de diplôme. J'ignorais alors qu'il portait un secret plus sombre que tout ce que je pouvais imaginer. 3 mois après les obsèques, maman a insisté pour un petit dîner d'anniversaire dans la vieille maison familiale. Sa voix au téléphone était trop enjouée, trop répétée, comme si elle lisait un script. En franchissant la porte d'entrée, j'ai senti l'odeur familière de l'encaustique et des vieux livres. Le lustre brillait, mais la maison semblait plus vide sans la présence silencieuse de papa. Chloé était assise à la table de la cuisine, feuilletant des brochures pour des hôtels de luxe, bronzée d'un voyage récent, me jetant à peine un regard. Maman s'était servi plus de vin que d'habitude, ses mains tremblant légèrement, et un non-dit planait dans l'air comme un orage prêt à éclater. J'ai essayé de poser des questions sur la succession avec douceur, mais maman s'est figée, son sourire crispé, disant « Nous ne sommes pas encore prêtes », tout en jetant un coup d'œil à Chloé qui arborait un sourire en coin, comme si elle connaissait un secret que j'ignorais. Avec le recul, ce dîner n'a jamais été pour célébrer mon anniversaire, c'était une mise en scène pour mon humiliation. La tension n'est pas arrivée d'un coup, elle s'est infiltrée lentement comme un courant d'air. Chaque détail sonnait faux. Chloé me lançait ce regard expectant, comme si elle attendait un signal qu'elle et ma mère avaient répété. Le dîner fut une performance, Chloé parlait sans arrêt de son travail, de son mari, de ses projets de refaire sa cuisine dans un style provençal chic, et maman riait à chaque commentaire. Quand je parlais, la pièce semblait s'assombrir, comme si on baissait le volume de mon existence. Au milieu du repas, Chloé s'est penchée en arrière, les yeux brillants. « Alors, Camille, a-t-elle dit doucement, toujours dans cette même boîte à Nantes ?» Avant que je puisse répondre, elle a enchaîné sur une autre histoire à son sujet, ce n'était pas une question, c'était un rappel que je n'étais qu'un bruit de fond. Mais une anticipation calculatrice bouillonnait sous son air suffisant. Quand maman s'est levée pour apporter le dessert, un petit gâteau industriel qu'elle n'avait même pas pris la peine de mettre sur un plat, Chloé a reculé sa chaise théâtralement. En fait, a-t-elle dit en attrapant une boîte brillante emballée de papier argenté, j'ai apporté un cadeau, quelque chose que tu trouveras éclairant. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs. Chloé, a-t-elle murmuré, mais Chloé l'a ignoré, faisant glisser la boîte vers moi comme si elle contenait une preuve plutôt qu'un présent. Vas-y, ouvre-le, dit-elle avec un sourire tranchant comme un rasoir. J'ai décollé le papier, un calme étrange m'envahissant. À l'intérieur se trouvait un kit de test ADN. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du frigo. Chloé s'est penchée en riant doucement, peut-être que ça expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme dans cette famille. Les mots ont résonné, nets et délibérés. Maman a tressailli, je l'ai vue, mais elle n'a rien dit. L'humiliation brûlait, mais la peur dans les yeux de maman ressemblait à la véritable vérité qui s'échappait. Chloé n'avait pas seulement insulté, elle avait exposé quelque chose d'interdit. Plus tard cette nuit-là,
dans ma vieille chambre au mur peint de ce bleu pastel que j'avais choisi à 15 ans, j'ai fouillé dans de vieux cartons comme quelqu'un cherchant la preuve de sa propre existence. Au fond du placard, j'ai trouvé une enveloppe dont la poussière avait été récemment dérangée, à l'intérieur, une photo d'une Isabelle plus jeune me tenant bébé, debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Au dos, de l'écriture de ma mère, pardonne-moi. Mes mains tremblaient en prenant tout en photo. Puis je me suis tourné vers le kit ADN que Chloé avait livré comme une arme. Elle voulait que je le fasse? Très bien. Je l'ai posté le lendemain matin, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que j'avais besoin de connaître cette vérité qu'elle était si pressée d'utiliser contre moi. Les résultats sont arrivés 5 semaines plus tard, un mardi après-midi calme. J'étais à mon bureau à Nantes quand la notification est apparue. Je m'attendais à de l'effroi, mais j'ai trouvé une clarté froide et indéniable, aucune relation biologique détectée avec la famille Lefebvre. Une correspondance suggérée avec la lignée Bertrand, un nom jamais prononcé, m'était soudainement lié par le sang. Ça ne m'a pas fait mal comme je l'imaginais, c'était la confirmation de ce que j'avais toujours ressenti, j'étais une invitée dans ma propre enfance, jamais une fille. Ce qui m'a secoué est venu ensuite. Quand j'ai envoyé les résultats sur le groupe familial, juste une capture d'écran et une question simple, quelqu'un veut expliquer ça, mon téléphone a vibré presque instantanément. Maman a appelé en sanglots, non par remords, mais par peur, Camille, ma chérie, efface ça s'il te plaît, c'est compliqué, c'est du passé, nous avons tourné la page. Elle ne s'est jamais excusée, n'a jamais abordé les décennies où je me sentais comme un fardeau. Mais Chloé n'a pas appelé. Elle a envoyé un texto de 3 mots, maintenant tu sais. Froid, satisfait. Cette nuit-là, je l'ai appelée, tremblant de questions. Elle a répondu au 3e coup, la voix dégoulinante d'irritation. Pourquoi, Chloé? Pourquoi maintenant? Pourquoi m'humilier? Elle a ri doucement, un son glacé, parce que j'ai gardé ce secret pendant 20 ans. Parce que maman me le devait. Parce que tu as joué la victime assez longtemps. Et maintenant, les bonnes personnes auront enfin ce qu'elles méritent. Elle a raccroché. Ces mots se sont accrochés à moi comme de la fumée. Le lendemain matin, j'ai commencé à poser des questions discrètes à d'anciens voisins et amis. Ce qui a émergé m'a glacé, Chloé fouillait depuis des mois, rencontrant des notaires, parlant de l'héritage de papa comme s'il lui appartenait déjà. J'avais besoin d'aide. J'ai engagé une avocate, maître Sarah Ben Saïd, réputée pour les litiges successoraux complexes. Je lui ai tout apporté, les résultats ADN, la photo, les captures d'écran, la peur de maman. Sarah a écouté, prenant des notes comme si elle assemblait un puzzle. Vos instincts sont bons, a-t-elle dit finalement. Ce n'est pas juste de la rancœur. Quelqu'un construit un dossier pour vous effacer. 3 jours plus tard, l'appel qui a tout changé est arrivé. Maître Mercier, notre notaire de famille, avait un ton inhabituellement formel. Camille, votre père a laissé des instructions pour la lecture de son testament sous des conditions spécifiques qui sont maintenant réunies. Préparez-vous. Le matin de la lecture, Bordeaux semblait plus froid que dans mes souvenirs, un froid qui pénètre jusqu'aux os. Sarah et moi sommes arrivés tôt au cabinet de Maître Mercier, dans un immeuble haussmannien imposant. Observez tout, ne parlez que si nécessaire, a chuchoté Sarah. Maman est arrivée ensuite, l'air épuisé, ses cheveux attachés à la hâte, ne me regardant même pas. Puis Chloé est entrée, ses talons claquant sur le marbre avec une confiance théâtrale, vêtue d'un tailleur crème hors de prix, accompagnée de son propre avocat agressif. Elle m'a adressé un sourire lent, persuadée d'avoir déjà gagné. Maître Mercier est entré avec un dossier épais, posant une main dessus avant de dire, avant de commencer, je précise que Marc Lefebvre a laissé des instructions explicites anticipant des complications. Tout ce que je vais partager a été préparé en pleine connaissance de cause. Le sourire de Chloé a vacillé. Mercier a ouvert le testament, moi, Marc Robert Lefebvre, lègue la quotité disponible de ma succession, incluant la maison familiale et les comptes d'investissement, à ma fille, Camille Lefebvre. Le silence a claqué comme un fouet. Chloé a bondi, ce n'est pas sa fille. Nous avons une preuve ADN. Elle n'a aucun droit légal. Mercier a levé la main, asseyez-vous. Il y a plus. À contre-cœur, elle s'est rassise. Mercier a continué la lecture, je sais depuis que Camille a 2 ans qu'elle n'est pas mon enfant biologique. J'ai choisi de l'élever quand même. Je choisis de lui laisser mon héritage car elle seule s'en est montrée digne. Cette décision ne nécessite aucune autre validation.
Le teint de Chloé a viré au gris. Mais Mercier n'avait pas fini. 8 mois avant sa mort, Monsieur Lefebvre a engagé un détective privé pour documenter toute tentative de manipulation de sa succession. Il a posé une pile de documents sur la table, paiement, retrait, factures prouvant les efforts de Chloé pour faire pression sur son père, incluant des retraits non autorisés totalisant 50 000 € pendant sa maladie. L'avocat de Chloé Sérédi. De plus, a continué Mercier, l'enquête a documenté l'achat d'un test ADN envoyé au domicile de Chloé et emballé comme cadeau. Les yeux de Chloé se sont écarquillés, c'était une blague, a-t-elle balbutié. Mercier a posé un dernier document, une note manuscrite de mon père, Chloé, je sais ce que tu prépares. J'ai vu comment tu essaies de manipuler ta mère. J'espérais que tu choisirais autrement. Ces conséquences sont de ton fait. Un son étranglé est sorti de la gorge de Chloé. Son avocat s'est penché vers elle en chuchotant durement, ne contestez pas. Il y a des preuves de recel successoral, vous perdriez tout. Mais Chloé perd des pieds, c'est de la fraude. Camille l'a manipulée. Sarah s'est levée, sa voix calme mais puissante, le testament reconnaît explicitement la filiation de cœur de Camille. Toute contestation serait abusive et déclencherait des pénalités, y compris le remboursement immédiat des prêts en cours, soit environ 200 000 €. Le visage de Chloé s'est tordu, ce n'était pas un prêt. Il m'a donné cet argent. Pas selon les registres, a répondu calmement Mercier. Maman a finalement parlé d'une voix fragile, Chloé, arrête. Mais Chloé ne pouvait pas, des années d'amertume explosant d'un coup, ça devrait être à moi. Je suis la vraie fille. Je me suis levé lentement, tu n'es pas restée, Chloé. Tu as contrôlé, menacé et bâti ta vie sur des secrets. Mercier m'a tendu une petite enveloppe laissée par papa. À l'intérieur, une lettre, Camille, tu as passé ta vie à croire que tu étais invisible. Tu ne l'étais pas. J'ai vu ta force, ta bonté. Tu étais ma fille, pas par le sang, mais par choix. Ma vision s'est brouillée. Quand j'ai levé les yeux, Chloé a enfin compris. Ce n'était pas ma victoire, c'était sa défaite, orchestrée par l'homme qu'elle avait le plus sous-estimé. Les retombées juridiques furent rapides. L'avocat de Chloé s'est retiré le lendemain. Quand elle a tenté de contester, le juge a rejeté la demande face aux preuves accablantes de recel successoral. Son héritage s'est évaporé pour couvrir ses dettes envers la succession, et elle a eu 1 an pour rembourser les 50 000 € détournés. Maman est venue me voir une semaine plus tard dans mon appartement à Nantes. Elle m'a tout raconté sur mon père biologique et l'accord passé il y a des décennies. J'ai écouté, mais je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je veux arranger les choses, a-t-elle chuchoté. Je te crois, ai-je dit, mais arranger les choses commence par me laisser vivre sans porter vos secrets. Dans les mois qui ont suivi, je me suis éloigné de Bordeaux. J'ai géré la succession avec Sarah et j'ai choisi, délibérément, la vie que je voulais. J'ai quitté la région pour m'installer en Bretagne, face à l'océan, là où les mensonges ne pouvaient plus m'atteindre. Certaines fins ne sont pas bruyantes, elles consistent simplement à choisir la paix plutôt que la douleur.